Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue tout le monde pour ce nouveau webinaire IF-Prof, ce nouveau rendez-vous, le premier de l'année 2021 avec vous. On est vraiment ravis de vous retrouver. Donc moi c'est Martin Lafitte, en charge des projets de développement des publics au sein du pôle langue française de l'Institut français de Paris. Et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Jérôme Caruso. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qui est donc lui chargé des projets de numérique éducatif au sein du pôle langue française. Ravi de te retrouver Jérôme pour ce premier webinaire IF-Prof de l'année. Donc déjà, de la part de l'Institut français, on voulait commencer par vous souhaiter, il n'est pas encore trop tard, vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2021. On sait que bien sûr, hein, pour tout le monde, en tout cas j'imagine la plupart d'entre vous, c'est comme ici en France, un début d'année un peu compliqué, hein, très rempli d'incertitudes, mais en tout cas, on est avec vous et on espère que l'année 2021 sera en tout cas meilleure que 2020 et en tout cas la meilleure possible pour tout le monde. Voilà, donc merci à tous encore de votre fidélité aujourd'hui. Et donc on voulait ouvrir l'année avec ce webinaire IF-Prof dédié à l'enseignement comodal parce que bien sûr hein, la pandémie provoque vraiment énormément de bouleversements dans les pratiques pédagogiques de tous les professeurs de français de FLE à travers le monde. Évidemment, vous êtes tous passés sur du distanciel à un moment, revenus à du présentiel, etc., etc. Et donc, on voulait ouvrir l'année sur les perspectives autour de l'enseignement comodal avec donc des témoignages de collègues enseignants qui ont pratiqué et déjà fait des tests, expérimenté cette modalité d'enseignement. Et donc, on vous propose donc des témoignages aujourd'hui. Tout d'abord, donc de Nicolas Delage qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Donc Nicolas qui est enseignant à l'Institut français de Finlande. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes également avec Emmanuel Bourgoin. Bonjour Emmanuel. Ah oui. Tu es avec nous? Oui. Ça fonctionne. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Emmanuel. Donc Emmanuel est enseignant et coordinateur pédagogique à l'Alliance française de Vigo en Espagne, et également professeur associé à l'Université de Vigo. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est rien. Et partager avec nous ton expérience de l'enseignement comodal. Et nous sommes également avec Nicolas Guichon. Bonjour Nicolas, un deuxième Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et donc Nicolas est professeur des universités et responsable du Master 2 Pro, FLE et FLS à l'Université de Lyon 2. Voilà, encore merci d'être avec nous pour partager donc cette observation, cette enquête que vous avez menée aux États-Unis. Voilà, donc pour cette toute petite introduction, juste avant de passer la parole à Jérôme, qui vous fera une introduction un peu plus détaillée, en tout cas, de la thématique du jour, je voulais vous rappeler quelques petites choses. Hein. Vous avez bien sûr le chat que vous connaissez déjà pour pouvoir interagir entre vous et puis échanger sur vos pratiques. On vous conseille à chaque fois de couper les notifications pour ne pas être dérangé justement par ce qui se passe sur le chat et les petits sons de clochette incessants, hein, ça juste en désactivant la petite clochette que vous trouvez en haut à droite de la partie vidéo. À chaque fois, on vous le répète, mais c'est toujours bon pour nous de le répéter. Si vous avez au cours des interventions de nos invités du jour des questions spécifiques sur vraiment des points particuliers de ce qu'ils expliqueront et présenteront, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans la partie questions, hein, qui est vraiment dédiée aux questions précises qu'on fera remonter et qu'on partagera avec nos invités aussi à la fin de ce webinaire. Et enfin, dernière chose, n'oubliez pas de répondre au petit sondage qui est donc le troisième petit onglet que vous voyez dans la colonne de droite de votre écran. Voilà, des questions générales, mais aussi voilà, sur votre pratique de l'enseignement comodal et un peu d'informations sur vous aussi pour mieux vous connaître.
Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vais maintenant passer la parole à Jérôme qui va vous parler un peu plus précisément de l'enseignement communal. Oui, merci Martin. Donc également ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, avec Martin, on vous avait proposé depuis mars toute une série de webinaires sur la réponse des alliances françaises et des instituts français à la crise sanitaire, comment le réseau s'est adapté, des témoignages de collègues. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'enseignement comodal. Alors, la réponse à la crise, ça a d'abord été un passage des cours en distanciel, essentiellement des classes virtuelles, une réflexion comment on anime des cours en classe virtuelle, et puis au fur et à mesure que la crise s'installe, la réflexion évolue. Et l'enseignement comodal, ça fait partie de ces enjeux. On le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'alliances ou d'instituts qui y réfléchissent ou qui le font déjà. L'enseignement comodal, donc c'est un enseignement qui est en synchrone, en même temps, et qui se fait à la fois à distance et en présence. Donc il y a des élèves qui vont se retrouver dans leur salle de classe. Il y a des élèves qui vont suivre le même cours en étant à distance. Il y a le professeur qui est souvent dans la salle de classe avec les élèves, mais des fois qui peut être également à distance. Ici, dans les témoignages qu'on aura, ce ne sera pas le cas. Et donc, cette modalité, avec des élèves qui sont à distance, des élèves qui sont en présence, ça pose beaucoup de questions au niveau pédagogique, des questions aussi au niveau technique, des questions derrière aussi au niveau de l'offre de cours et comment on la présente. Alors, les questions techniques, on va en parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est incontournable et puis parce que ça influence beaucoup la pédagogie derrière. Les questions pédagogiques, on va en parler beaucoup. C'est un webinaire IF Prof. Et puis, on va parler des questions de com, de marketing, de rentabilité ailleurs. On le fera une autre fois dans un autre temps. Alors, tout de suite, sans plus attendre, je vous propose de laisser la place à Nicolas, qui est donc à l'Institut français de Finlande, et qui va pouvoir parler de un petit peu comment ils ont mis en place l'enseignement comodal à l'Institut français. À toi, Nicolas. Merci Jérôme. Alors du coup, je vais vous présenter un petit peu notre expérience de notre côté. Comment ça s'est passé. Donc, je vais vous présenter assez rapidement le contexte dans lequel on a en fait eu l'occasion de donner des cours justement à la fois en présentiel et en distanciel. J'expliquerai un petit peu la mise en place, enfin, les conditions de mise en place technique et aussi la configuration générale. Et puis ensuite, on regardera un petit peu les pratiques pédagogiques, en tout cas les activités qui devenaient intéressantes à développer. Alors, à l'Institut de Finlande, on est à Helsinki. Je vais surtout parler des cours de FLE pour adultes. C'est ce qui concernait surtout cet enseignement comodal. C'était des groupes d'une quinzaine de personnes qui peuvent travailler sur méthode ou non. Généralement, une session se déroule en 15 séances d'une heure et demie, une fois par semaine. Une session au printemps, une session en automne. Alors, il faut savoir que le public finlandais est déjà très, très connecté. Donc la densité de population est très basse, mais on peut avoir la 4G jusqu'au fin fond de la forêt. Donc, c'est un public qui était déjà en fait très au fait de la connexion par Internet. L'historique un petit peu de notre année 2020, le 13 mars, on a été, donc un petit peu comme partout, on a été obligé de fermer au public et on est passé en distanciel, 100% distanciel pour tous les cours, une semaine plus tard. On s'est donné une semaine pour développer un certain nombre de tutoriels, décider sur quelle plateforme on donnerait les cours en virtuel. Donc, on a choisi Teams. Et on a donc passé tout le printemps à distance. Donc, il a fallu à ce moment-là apprendre de nouveaux modes d'enseignement, s'adapter, apprendre sur le tas.
La rentrée de septembre, on a pu réouvrir au public. En fait, en Finlande, la situation est pas aussi mauvaise que dans d'autres parties du monde. C'est relatif, mais on a donc réouvert au public. Et à ce moment-là, on a décidé de garder l'option d'ouvrir des invitations Teams pour chaque classe. Alors, j'en parlerai plus en détail, mais en fait, l'objectif initial, c'était de permettre aux participants de pouvoir avoir une fenêtre sur le cours, de pouvoir suivre le cours sans forcément participer. Dans le cas occupé, il ne pourrait pas se présenter ou peut-être malade ou obligé de passer du temps en quarantaine, de manière à leur permettre d'avoir en fait un accès à ce qui se passait. De septembre à novembre, on a donc finalement, au final, on a eu des classes commodales. Donc, il y avait des gens en présence dans les classes et des gens en ligne. Et enfin, depuis décembre, on est repassé 100% virtuel. Donc, c'est la situation actuelle. On est aussi totalement en distanciel. Alors voilà, ça c'est pour vous donner un peu l'idée du contexte dans lequel on a commencé. Au niveau de la mise en place, la configuration technique, donc dans toutes nos classes, on a un ordinateur qui est relié à un projecteur. Donc, on n'a pas de TBI, mais on a une sorte de solution alternative où on va en fait projeter au tableau l'écran d'un ordinateur. Au moment de la rentrée de septembre, quand on a décidé de donner cet accès aux participants sans forcément leur permettre de participer, d'interagir, on a en fait fixé des caméras dans chaque salle qui sont en fait des webcams assez basiques. D'ailleurs, je vais vous montrer, elles sont orientées vers le tableau. Vous voyez sur la photo de gauche la toute petite webcam qui est en fait vissée au mur. Et vous voyez sur la photo de droite à peu près la vue par Teams des apprenants. Alors, vous voyez que c'est orienté vers le tableau, orienté vers le prof. À l'origine, c'était surtout une question de respect de la vie privée. En fait, on diffusait des images en ligne, même si c'était une réunion privée, mais on avait pensé que certains participants ne voudraient pas forcément être mis en scène, on va dire. Donc, on a choisi cette option-là, qui représente un certain nombre d'avantages et de limitations. Alors, vous voyez qu'au niveau ergonomique, sur l'image, déjà, on ne peut pas vraiment discerner quoi que ce soit sur ce qui se passe au tableau. Vous voyez que ce que j'ai affiché là, bon, on ne peut pas le lire du tout. Donc, ça a impliqué aussi on va le voir après, des éléments particuliers dans la gestion de ce qu'on affiche et à qui on l'affiche. Limite aussi au niveau sonore, c'est-à-dire les caméras sont équipées de micros et ces micros, dans les salles qui sont un petit peu qui résonnent, ces micros captent tout le brouhaha de la classe de ceux qui sont en présence. Résultat, la communication orale en fait était pas terrible. Donc ça, on a trouvé une petite solution avec des micro-cravates en fait, que le prof peut porter un micro-cravate qui permet en fait une bien meilleure retransmission de ce que dit le prof. Mais enfin, ça bloque du coup ce que disent les autres participants. Voilà une des limitations techniques, mais en fait, on a surtout installé tout ça de manière très simple, en fait, très basique. On a fait avec ce qu'on avait. Alors, l'objectif initial, de permettre aux participants d'écouter ce qui se passait, de voir, de suivre en fait les explications du prof par rapport au scénario pédagogique qu'on allait faire en classe. Au départ, n'envisageait pas d'établir une interaction réelle avec ceux qui étaient en ligne, mais c'était donc juste une ouverture sur la classe. Mais finalement, par la force des choses, très rapidement, on a vu que c'était important d'impliquer quand même les participants à distance. Alors, ne serait-ce que par les petits messages de bienvenue quand on commence la classe, le fait de
de reconnaître qui est là, qui est en ligne, de le nommer, de dire bonjour. Ça permettait aussi effectivement d'afficher par le biais de l'ordinateur et du projecteur les participants en ligne au tableau, qui créaient des situations assez amusantes parfois parce que certains étaient chez eux, dans leur campagne ou dans leur chalet. On voyait leur environnement personnel en fait. Et comme tous les participants se connaissent relativement bien dans les groupes, c'était parfois assez amusant d'entrer dans l'intimité de chacun. Puis quand on lançait des activités pour le groupe en présence, c'était aussi quasiment automatique finalement d'envoyer des petits messages par le chat de Teams pour donner des consignes particulières à ceux qui étaient en ligne. Et on a même eu parfois la situation d'avoir en fait des effectifs inversés, c'est-à-dire j'avais plus de personnes en ligne qu'en présence dans la classe. C'était un peu particulier. Donc dans ces cas-là, effectivement, pour que la classe ait lieu d'une manière correcte, on va dire, il a été important en fait tout simplement d'intégrer complètement les participants à distance. Donc par la force des choses, ce qui ne devait pas forcément l'être est devenu finalement une classe en comodalité, donc avec des gens en présence, des gens à distance. Et on peut dire sur le vif, il a fallu trouver des manières d'animer en fait ces deux espaces qui semblent séparés à l'origine. Alors les pratiques de classe, là je vais vous parler un petit peu des points qui intéressent plutôt les profs, je pense. En fait, c'est les éléments qui ont été, enfin, les activités qui ont été mises en place, les petites solutions qu'on a pu trouver justement pour que ces moments se passent le mieux possible. Alors l'idée de la classe inversée, l'idée en fait de préparer les apprenants un maximum à ce qu'on allait faire la semaine suivante, ça c'est quelque chose qu'on a déjà trouvé assez pratique pendant le moment des classes virtuelles. On le verra aussi un petit peu après dans les défis que représentent en fait les classes virtuelles ou les classes en comodalité. La temporalité est très très différente en fait si on est dans la classe en présence de chacun ou si on est à distance avec toute une technologie à gérer. Et donc on avait déjà remarqué au printemps 2020 que favoriser un maximum la classe inversée permettait un travail beaucoup plus efficace pendant le temps de classe, travail et des interactions beaucoup plus efficaces tout simplement. Donc on a continué en fait tout à fait à l'automne tout simplement sur ce principe-là qui a bien sûr fait ses preuves. La même manière, c'est un petit peu les classes virtuelles, 100% virtuelles, qui ont un peu inspiré les nouvelles pratiques de classe en comodalité, on pourrait dire. C'est-à-dire, pendant le printemps 2020, on a appris des nouveaux outils qu'on a continué à utiliser pendant l'automne. Les documents collaboratifs en ligne, alors ça permet justement une interaction écrite en direct. Il y a tout un ensemble de choses qui existent et qui peuvent être très intéressantes généralement, des Google Docs, des documents Microsoft Word en ligne, des Padlet, Mentimeter, Kahoot, tout ça, ce sont des outils qui permettent en fait une interaction en direct avec ceux qui sont à distance, et finalement ceux qui sont en présence dans la classe peuvent aussi par leur téléphone portable ou leur ordinateur ou des tablettes travailler de la même manière. Le partage d'écran était aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire que comme au moment des classes complètement virtuelles, il est important de pouvoir guider l'attention des apprenants. Ce partage d'écran, comme vous l'avez peut-être vu sur la configuration technique,
technique de nos salles, il est d'autant plus important dans ces classes en comodalité, puisque en fait, de voir un tableau flou avec un prof devant, ça sert à peu près à rien pour les apprenants à distance. Donc, continuer à partager les bonnes fenêtres, les bonnes images, les bons textes, à la fois à ceux qui sont en présence et à ceux qui sont à distance, était devenu quelque chose d'assez important. Les points forts des pratiques de classe, si je peux, en fait là c'est plutôt le vécu, on va dire, les choses qui sont à noter, des aspects positifs. L'année 2020 a permis de fortement repenser ces pratiques pédagogiques, c'est-à-dire que face à ces situations un peu nouvelles, un peu particulières, il a fallu faire preuve de créativité, développer des nouvelles techniques. Ça permet de remettre l'enseignant dans sa place, dans une place d'animateur plutôt que de simple transmetteur de savoir. En fait, ça permet de revoir une pédagogie l'animation vraiment et favoriser justement le travail collaboratif entre les apprenants. L'automne dernier, ces pratiques en comodalité, ça nous a aussi permis de briser ces barrières physiques et géographiques finalement, parce qu'on pouvait mettre en relation, mettre en interaction des groupes ou des individus, en fait, soit en présence, soit à distance. L'idée n'était pas forcément de faire travailler entre eux seulement ceux qui sont à distance et seulement ceux qui sont en présence, mais essayer de faire se rejoindre les uns et les autres. Alors encore une fois, via leur téléphone portable, ici en Finlande, on est un petit peu donc très connecté, tout le monde a des smartphones, donc tout le monde est capable en fait en direct de se connecter à ceux qui ne sont pas dans la classe. Donc c'était possible de faire des groupes mixtes et de leur permettre d'interagir. Vu la configuration, c'était aussi possible de faire des sortes de face-à-face, entre guillemets, entre ceux qui sont à distance et ceux qui sont en présence. Donc de faire venir les apprenants devant la caméra orientés vers le tableau. Une chose amusante, voire intéressante, c'était aussi de faire des présentations à ceux qui étaient à distance. C'est-à-dire que comme vous le voyez maintenant, mais imaginez ça sur un tableau, ceux qui étaient en présence pouvaient voir juste la vidéo et l'audio de ceux qui étaient à distance et qui eux-mêmes faisaient des présentations. Donc, important pour eux aussi de savoir maîtriser ce type de technologie. Les derniers points, peut-être ce que j'appelle les défis, en fait, j'ai pas envie de les appeler difficultés, mais plutôt des opportunités d'apprendre des choses nouvelles. Alors une chose qui était particulière dans ce principe de comodalité, c'était où diriger son attention en tant qu'enseignant. Il faut être assez attentif à ceux qui sont avec nous dans la salle, mais aussi ceux qui sont à distance. Donc ça demande une sorte d'aller-retour constant, de va-et-vient constant entre l'ordinateur accès à ceux qui sont à distance et l'écoute de ceux qui sont dans la classe. Gestion du temps et de la quantité des activités, donc en fait, toute action nouvelle dans la classe va réduire le temps ordinaire dont on pourrait disposer dans une classe normale. Donc, c'était important de se fixer des objectifs, on va dire, pas plus limités, mais plus réalistes dans le temps 1h30 imparti pour les différentes classes. Et il y avait aussi l'aspect de la gestion technique, c'est-à-dire
gérer soi-même tout ce qui est connexion, les logiciels, les éventuelles difficultés de connexion, guider les apprenants aussi dans leurs propres problèmes techniques, parce que tout le monde n'est pas trop à l'aise forcément avec l'informatique. Être toujours très attentif à ce qu'on partage, à qui et comment, c'est-à-dire quel est l'écran partagé, quelle est la fenêtre qu'ils sont en train de voir, est-ce qu'ils voient juste la vidéo de la webcam ou est-ce qu'ils sont en train de voir le document que les autres dans la classe sont en train d'analyser. Et puis en fait, il a fallu adapter aussi tout le matériel pédagogique, en tout cas l'exploitation du matériel pédagogique, il a fallu l'adapter à des nouvelles interactions entre les apprenants et leur matériel, on va dire. Voilà, je crois que ça fait à peu près le tour de ce que je devais dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, merci Nicolas pour cette présentation. Alors il y a énormément de questions, mais on va essayer de les garder pour la fin parce qu'à priori c'est des questions où vous trois vous aurez des choses à apporter. Il y avait peut-être juste une question qui était plus précise, c'était sur l'utilisation de Teams et est-ce que les élèves qui sont en classe sont également connectés à Teams? Alors pas toujours, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire. Seulement dans le cas de travail en sous-groupe mixte, donc c'est-à-dire si on voulait faire travailler ceux qui étaient dans la classe avec ceux qui étaient à distance, enfin de faire des groupes mixtes de travail, dans ce cas-là, on pouvait leur fournir une tablette avec Teams installée dessus et eux-mêmes pouvaient se connecter avec leur petit groupe de travail ou il n'y a pas eu de breakout rooms avant la fin du mois de décembre, mais on pouvait organiser des réunions parallèles, ce qui fait qu'on pouvait faire des sous-groupes un peu à la main, comme ça. Certains l'avaient sur leur téléphone, pouvaient déjà le faire eux-mêmes sur leur téléphone. Donc, c'était quelque chose qui était possible, pas forcément toujours le plus mis en avant. Ok. Merci. Donc, ça répond en partie à une autre question qui vient d'arriver. C'est est-ce que les étudiants sont nécessairement équipés eux-mêmes? Pas forcément. Et des fois, c'était vous qui fournissiez une tablette du coup pour cette interactivité-là. Et des fois, c'était sur leur équipement. Voilà. Alors, on reviendra sur d'autres questions. Et donc Nicolas, restez en ligne pour ça. Et donc maintenant, place à Emmanuel et qui va nous parler de l'Alliance française de Vigo, parce qu'en Espagne, donc, il y a, dans le sein du réseau des Alliances françaises, il y en a plusieurs qui se sont lancés dans le comodal, dont Vigo. Tout à fait. Emmanuel. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier Martin Lafitte et Jérôme Carougeau pour leur aimable invitation. Je suis enchanté de participer à ce webinaire et je salue donc Nicolas Delage en Finlande et Nicolas Guichon en France. Bonjour à tous et à toutes, merci de votre participation à ce webinaire. Je vais lancer ma présentation. Voilà. OK. Donc, tout d'abord, j'établirai un petit peu le contexte de la même manière que Nicolas a commencé. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons vécu aussi à l'Alliance française de Vigo, donc qui se situe en Galice, à la frontière du Portugal, entre Saint-Jacques-de-Compostelle et le nord du Portugal. Un premier confinement, donc là c'était le fleuve au pied du mur. On est passé donc dans un enseignement tout à distance, bien sûr, avec un changement radical des pratiques. On a utilisé un LMS, donc le sigle anglais pour la plateforme d'enseignement à distance. Le LMS choisi a été AppleLearn, qui nous avait été mis à disposition gratuitement à ce moment-là par les développeurs de cette plateforme. Et donc, ça a été vraiment une période de stress, d'adaptation, autant pour les enseignants, toute l'équipe pédagogique de Vigo. Je parle aussi au nom des équipes pédagogiques des Alliances françaises d'Espagne. Et puis aussi pour les élèves, aussi comme le mentionnait Nicolas, essayer de résoudre leurs problèmes en même temps, ça a été assez stressant. On a quand même réussi à finir donc cette période scolaire au mois de juin,
avec une petite enquête de satisfaction pour avoir des retours. Et finalement, on a été agréablement surpris et content d'avoir des retours en général positifs. Voilà. Ensuite, s'est engagé pendant la période estivale une période de réflexion sur la rentrée. Bien sûr, une période de réflexion avec présent, comme tous, encore actuellement, le contexte Covid. Donc, dans le cas de l'Espagne, l'administration de l'éducation est décentralisée dans chaque communauté autonome, ce qui fait qu'on a, je dirais, différents protocoles dans différentes communautés autonomes. Ce qui fait que, par exemple, en Galice, nous avons dû mettre nos élèves à distance, donc à 1,50 m. Vous allez voir un peu la configuration d'une salle ici. Hein, les distances 1 mètre, 1,50 m. Nous, on a respecté 1,50 m, un peu plus large. Et la jauge s'est vue réduite au niveau des élèves. On avait 12 élèves maximum en présentiel à 8, voire 9, voire 8 pour certaines classes. Et on a dû même habiliter la bibliothèque en salle de classe. Et donc là, on peut mettre notre maximum d'élèves, 12. Donc voilà. Quelle solution offrir donc à la rentrée? C'était notre réflexion pour les groupes les plus nombreux, forcément. La priorité pour l'Alliance française de Vigo était et reste encore le présentiel, mais il est vrai que le comodal se présentait comme une possibilité très intéressante. Donc, je vous disais, période estivale, réflexion avec une entreprise spécialisée dans le matériel, l'installation de ce type, du type de matériel dont on avait besoin, caméra, micro-haut-parleurs, etc. Et puis, au mois de septembre, nous sommes passés, alors on a reculé à la rentrée au mois d'octobre. En septembre, nous avons eu une période de formation de l'équipe pédagogique et une période forcément d'adaptation pour chaque professeur avec le matériel et cette modalité d'enseignement. Je dirais que les réflexions continuent encore aujourd'hui. Je vous en reparlerai un peu plus tout à l'heure, surtout au niveau de l'emplacement des caméras. Nicolas l'évoquait. Donc cette réflexion, elle n'est pas faite seulement à l'Alliance française du Vigo, c'est une réflexion qui est faite aussi dans les autres alliances françaises en Espagne, comme notamment l'Alliance française de Malaga, d'Oviedo et de Grenade. Et j'ajouterais qu'un projet est actuellement en cours, qui est dirigé par l'Alliance française de Paris-Île-de-France et coordonné en Espagne par la délégation générale et qui nous met à contribution pour l'élaboration d'un vadémécum sur le comodal pour tout le réseau Alliance française. Et on espère bien évidemment que ce vadémécum voit le jour avant l'été. Voilà, alors ce qui change dans une salle de cours, je vais entrer un peu plus en matière. Ce qui change dans une salle de cours, vous avez ici 2 salles de cours avec deux configurations différentes. Donc, la première chose, c'est forcément la présence d'un ordinateur ou d'un TNI en plus, ou voire comme dans le deuxième cas sur la photo suivante, vous voyez ici d'un écran tactile, d'un haut-parleur microphone et pourquoi pas un écran supplémentaire dont je vous expliquerai la fonction. Voilà. Donc, ces configurations de salles, forcément, peuvent varier en fonction des classes, hein, je dirais, peuvent varier en fonction de chaque alliance, puisque il va falloir prendre en compte la situation de la salle, si elle donne sur la rue ou si elle donne sur une cour intérieure, par exemple. La même acoustique de la salle est peut-être un problème si on a beaucoup d'écho. Et donc, il va falloir s'orienter vers un matériel ou vers un autre en fonction de ces restrictions, je dirais, d'espace forcément. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, j'aborderai le cours comodal en 3 étapes, c'est-à-dire avant la classe, pendant la classe en comodal et après la classe. Voici, pardon, les éléments, je reviens un peu sur les éléments. Donc, voici la caméra qui était à l'origine orientée sur le tableau. Ici, on a un TNI, d'accord, sur le bureau du professeur
un micro et micro-parleur et l'ordinateur. Et cet écran de contrôle qui permet de dégager la fenêtre de visioconférence avec les élèves à distance afin de libérer le TNI complètement. Alors, la préparation d'un cours de FLE en comodal, après l'expérience vécue, je dirais par mes collègues et moi-même, tout d'abord, c'est réfléchir de quel matériel de cours on dispose. Est-ce qu'on a une méthode, je dirais un livre? Est-ce que tous les élèves disposent du livre lorsqu'ils sont en distanciel? Ou est-ce qu'on a une méthode numérique qui permet de faire un partage d'écran et de suivre plus, je dirais de manière peut-être plus dynamique, la progression dans la méthode choisie? Bien évidemment, il faut aussi numériser certains documents additionnels, complémentaires, supplémentaires, des exercices, des fiches théoriques, etc. et les mettre à disposition des élèves qui seront en distanciel. Comment on peut les mettre à disposition? Bien, soit directement par mail, par courriel, soit sur la plateforme, donc sur la plateforme pour qu'ils puissent les imprimer à la limite chez eux s'ils ont une imprimante, ou tout du moins les avoir présents lors du cours. Ensuite, quelles compétences travailler en cours? Alors, on peut, je dirais, travailler pratiquement toutes les compétences de la même façon en présentiel qu'à distance, sauf, je dirais, le travail de groupe, l'interaction. En plus, on a, je vous disais tout à l'heure, le contexte du Covid, donc les contacts sont à éviter, les feuilles ne doivent en principe pas être distribuées ou échangées entre les élèves, donc ça limite forcément beaucoup les activités. Si vous disposez d'un TNI, on se sert du TNI, du logiciel de SmartBoot, par exemple, dans notre cas, et puis on fait du partage d'écran. Mais bien sûr, il existe des tableaux blancs virtuels pour les notes de cours. Je reviendrai aussi sur ce point un peu plus tard. Donc, je disais, les quatre principales compétences peuvent être travaillées, sauf peut-être la production écrite pour laquelle, je dirais, je travaille plutôt en asynchrone, puisque, comme je vous disais, l'échange de feuilles, de devoirs remis, donc c'est plus envoyé par un système de mail ou de dépôt sur la plateforme lorsque je demande une production écrite à mes élèves. Ensuite, alors, quelle vérification faire avant le cours? Bien évidemment, vous l'avez vu, la technique est omniprésente. Donc, il faut arriver avant son cours, bien avant le début du cours, pour vérifier les éléments techniques, la connexion Internet, le micro-haut-parleur, la caméra, l'écran ajouté, bien l'allumer, et puis éventuellement, s'il y a une caméra d'ambiance, pourquoi pas. Je réserve toujours un mot d'accueil, comme Nicolas le disait, pour les élèves en présentiel, qu'ils se sentent présents en classe. Et puis, les élèves en distanciel, bien évidemment, aussi. D'accord? Alors, lorsque vous avez ce type de configuration avec un écran, je dirais, supplémentaire, ça permet quand même aux élèves en présentiel de reconnaître leurs collègues qui sont à distance et de se dire bonjour. La caméra d'ambiance serait une caméra qui serait dirigée vers les élèves j'ai pu faire un test avec leur accord un jour et les élèves à distance ont apprécié de pouvoir voir leurs camarades, le groupe classe et de se sentir de cette façon un peu plus intégrés. Donc voilà, une formation, je dirais, pour le professeur, une formation personnelle est recommandée, forcément, surtout pour la manipulation des outils techniques, virtuels, etc. Voilà, il faut réduire le stress au maximum avant de pouvoir rentrer en scène, je dirais. Voilà, ensuite, donc, pendant la classe, un retour aussi sur les difficultés, les problématiques qui se présentent. Alors, un point important, c'est la prise en compte de l'audio. En contexte Covid, on a déjà des difficultés en présentiel, à savoir qui parle derrière le masque, hein, c'est assez compliqué. En distanciel aussi, hein, qui est intervenu, on n'a pas les élèves tout le temps devant soi. Au niveau de l'audio, on va demander toujours aux élèves à distanciel de couper leur micro au début du cours, afin qu'on ne soit pas non plus gêné par un bruit externe chez eux, qu'ils ne maîtrisent pas.
Ça nous est déjà arrivé, un animal de compagnie, un parent qui parle fort un petit peu dans une pièce à côté ou qui rentre directement dans la pièce où se trouve l'élève. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Ensuite, vérifiez donc à l'Alliance française de Vigo, on a opté pour un micro-haut-parleur qui a une fonction Bluetooth aussi, donc que je peux déplacer dans la classe. Bien évidemment, en contexte Covid, ce n'est pas possible, donc il reste sur la table du professeur. C'est un micro qui prend à 360 degrés et donc bien vérifier qu'il fonctionne, ne pas oublier de l'allumer au début du cours. Voilà. Ensuite, la prise en compte de la vidéo. Alors, la vidéo, c'est d'une part avoir conscience qu'on a deux publics, le public en présentiel et le public à distance. Donc, il ne faut pas oublier, comme je le fais maintenant, de s'adresser directement à la caméra pour qu'ils se sentent bien interrogés, bien dans la situation de la classe. D'accord. Je dirais que c'est une habitude à prendre, qu'elle n'est pas facile et que ça prend du temps. L'écran ajouté que vous avez vu tout à l'heure permet de libérer le TNI et donc d'avoir plus d'espace à écrire, d'accord. On passe donc la fenêtre de visio sur cet écran ajouté, hein, c'est comme une prolongation, c'est un deuxième écran en fait de votre TNI ou de votre écran tactile ou ordinateur. Et ça permet aussi donc aux élèves en présentiel de visualiser leurs collègues qui sont en distanciel. Alors, les outils, si vous avez un TNI, pas de problème, vous avez un tableau blanc. Maintenant, il y a des tableaux, virtuels qui sont inclus dans certains outils de visioconférence, comme celui que nous utilisons aujourd'hui, Livestorm, mais aussi Zoom, c'est l'outil que nous avons choisi à l'Alliance française de Vigo. Big Blue Button aussi, BBB, donc Big Marker ou Webroom, etc. Vous trouverez plein de possibilités à tester, je dirais, pour pouvoir choisir l'option qui s'adapte le mieux à votre enseignement commodal. Des tableaux externes virtuels aussi qui ne sont pas intégrés aux outils visioconférence, comme Whiteboard de Windows 10 ou Miro, qui était avant Real Time Board, Jamboard, OpenBoard, Notecast, AWW, etc. Hein, les possibilités sont nombreuses. Alors, pour des présentations théoriques de style PowerPoint ou partage d'écran, vous pouvez utiliser forcément le paquet Microsoft. Personnellement, j'utilise Microsoft 365 en ligne, ou aussi OpenOffice et d'autres possibilités de présentation en ligne dans le nuage, Prezi, Canva, etc. Des exemples d'activités concrètes, je pourrais vous parler par exemple pour exercer le vocabulaire, la grammaire, la civilisation, un outil que vous connaissez déjà sûrement tous, Kahoot. Ensuite, vous pouvez aussi, pour travailler le vocabulaire, ce sont des pistes, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Faire un dessiner c'est gagner avec laisser prendre la main du tableau blanc virtuel aux élèves pour qu'ils dessinent. Au niveau de la civilisation, on peut demander aux élèves de faire des présentations partagées à distance, d'accord, ou une prise en main de l'ordinateur de la classe, attention, Covid, désinfecter le clavier, etc. Et respecter les distances de sécurité. Pour des publics adultes, peut-être des jeux de rôle aussi, genre entretien d'embauche en visuel, en visioconférence, ou par exemple un invité du jour pour donner suite après à un débat. Voilà, des activités peut-être à préparer en amont ou non, hein, ou improvisation. Voilà, pour les plus jeunes aussi, j'ai recensé encore dans les pratiques que j'ai et celles de mes collègues, par exemple faire une roue de la fortune avec Will Decide, un jeu de loi aussi pour pratiquer l'expression orale, d'accord. Et puis sur Internet, vous savez, vous avez plein de ressources, Kavilam, les experts, même Pinterest, etc. Voilà. Je passe à la dernière étape de mon intervention. Après le cours de FLE en commodal, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Certains tableaux blancs virtuels et même des TNI vous permettent d'exporter les notes de cours en PDF. Alors, cette communication
peut se faire par mail, hein. On peut envoyer le PDF par mail. Nous, généralement, nous le déposons sur la plateforme à disposition des élèves. Alors, je dirais que ça permet aux élèves, voilà, de revenir sur le cours, peut-être de leur éviter de prendre beaucoup de notes, même si certains sont rassurés pour prendre des notes, toute liberté, on leur laisse prendre des notes, hein. Il est toujours bon d'écrire. En fait, voilà, ça permet aux élèves peut-être de revenir sur leurs propres notes, de les compléter ou de les réorganiser éventuellement. Voilà. On peut encore, grâce à la plateforme, proposer des activités asynchrones, des activités d'introduction, par exemple, au prochain cours, Nicolas l'évoquait, des lectures, des vidéos, hein, sur des thèmes de l'unité en cours, de la grammaire ou de la civilisation, et sur des sujets qui sont ensuite débattus en cours. Ça peut être aussi des exercices pratiques, hein, ou des devoirs pour toutes les compétences, et puis des préparations de jeux de rôle, des activités complémentaires, supplémentaires que j'évoquais en début de mon intervention. Voilà, le comodal, il faut savoir que le comodal envisage aussi la possibilité de l'asynchrone total, hein, si on reprend les propos de Thierry Eudes, par exemple, de l'Université de Laval au Canada. Donc là, on parle carrément de la mise à disposition de l'enregistrement du cours pour tous les élèves. Ça suppose des moyens informatiques importants, un serveur ou un espace énorme sur le nuage. C'est pas l'actualité en ce moment à l'Alliance française de Vigo. Je ne pense pas que ce soit encore dans les autres alliances en Espagne. Mais c'est la flexibilité totale du comodal. Il faut le savoir. Maintenant, le comodal dans la normalité retrouvée, bientôt, je l'espère, pour tous et toutes. L'Alliance française du Vigo, donc de notre côté, on continuera à prioriser le présentiel. Bien évidemment, le comodal permettra aux élèves qui ne le souhaitent pas de pouvoir suivre nos cours. Donc je dirais qu'en contexte Covid, le comodal est pour nous une solution au problème de jauge et de confinement, hein, conséquence voilà, de ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, le comodal pourra être dans la nouvelle modalité, hein, une offre de cours qui va répondre à des situations particulières pour chaque apprenant. Hein. On peut, cette flexibilité, hein, permet d'atteindre des publics différents, des publics peut-être qui même aujourd'hui ne pensent pas à cette possibilité du comodal, hein, pour des problèmes, par exemple, d'agenda ou des problèmes de déplacement, tout simplement. Et enfin, parce que aussi, il permet d'aller chercher des publics, et il faut y penser, des publics qui sont au-delà du premier périmètre d'influence locale de nos établissements. Donc, voilà, je dirais, enfin, pour conclure, que c'est vrai que l'enseignement des langues étrangères, du FLE, en ce qui nous concerne, est très particulier. Il faut toujours arriver à trouver les bons compromis avec les TIS, conserver une dynamique de classe, conserver une interactivité, une interaction avec les élèves importante, une spontanéité aussi est très importante. Voilà, c'est à mon avis une autre pédagogie qui s'installe et qui va demander aux professeurs de s'adapter. C'est pas évident. Les changements sont peut-être pas toujours très faciles à appréhender. Mais je dirais que face à des crises comme celles que nous sommes en train de vivre, sanitaires, et même les crises économiques, le comodal donne une certaine flexibilité à nos structures qui sont fragilisées par ces crises. Il faut quand même penser à bien implanter cette comodalité de façon mesurée, soignée et de qualité pour réduire la fragilité de nos institutions et conserver la dynamique du présentiel. Je dirais que le présentiel prime, mais la comodalité peut s'imposer parfois. Merci de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions. Merci Manuel. Alors il y a énormément de questions dans le chat, mais cependant, pour essayer au moins de tenir vos 3 interventions dans l'heure qui est prévue, je vais donner tout de suite la parole à Nicolas Guichon et on va un petit peu déborder avec les questions. J'espère que ça va pas trop poser de problème pour les intervenants, mais vous pourrez me le dire. Et voilà, enfin,
tout de suite la parole à Nicolas Guichon. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour Martin, et je vous remercie de m'avoir convié à cette présentation donc de l'Institut français. C'est très important pour les universitaires de pouvoir être associés à ce genre d'événements et de voir ce qui se passe dans le réseau. Il se trouve que je suis également responsable d'un Master 2 et en français et langue étrangère, en didactique du français et langue étrangère, et donc comprend un petit peu les enjeux qui se jouent dans le réseau actuellement sont extrêmement importants pour ajuster notre offre de formation. Bien, donc, alors ça va être un point de vue de chercheur, mais d'enseignant également, qui a été confronté, comme vous, à la crise sanitaire que nous connaissons et que nous continuons de connaître malheureusement, et puis quelques réflexions qui, j'espère, seront utiles, et on va s'appuyer également sur un exemple, ce qui permettra, j'ai vu qu'il y avait des questions à cet effet, de montrer aussi à quoi ça peut ressembler, en particulier dans le primaire, qui est peut-être, pour le moment, n'a pas encore été abordé. Il y a presque un petit peu d'ironie, finalement, dans cette crise, si on veut avoir l'esprit un peu mal tourné. C'est vrai que dès 2005-2006, je crois, nous avions dans l'offre de formation que nous offrions à Lyon 2, inclus déjà un enseignement synchrone par visioconférence. Et c'est vrai que les collègues nous disaient, mais à quoi ça sert? On va jamais enseigner en ligne, franchement, voilà. Et c'est vrai que petit à petit, on s'est rendu compte que ça prenait, qu'il y avait des choses qui se mettaient en place ici et là. Et ça m'avait amené d'ailleurs à publier avec ma collègue et amie Marion Tellier d'Aix-en-Provence un ouvrage aux éditions Didier il y a quelques années, en 2017, sur enseigner l'oral en ligne justement par visioconférence. Mais il est vrai que jamais, et même dans mes cauchemars les plus aigus, je n'aurais pu imaginer cette crise sanitaire. Et comme ça vient d'être souligné par Emmanuel, en même temps, on voit qu'il y a eu beaucoup d'ingéniosité qui a été déployée par les institutions pour assurer la continuité pédagogique, qui est devenue un petit peu une mantra en France et ailleurs, c'est-à-dire assurer ce lien si important avec nos publics d'apprenants. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu émerger, et on en a vu avec Nicolas Delage et Emmanuel Bourgoin à l'instant, des questions qui ont émergé dans l'urgence. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'enseignement en ligne, qui était confiné la plupart du temps à quelques universités, quelques endroits très particuliers, très spécifiques, finalement est sorti de sa niche pédagogique et est devenu mainstream. Donc, ça me paraît être un moment intéressant. Et donc, avec un nouvel intérêt pour l'enseignement des langues en ligne et beaucoup de recherches qui sont en train de se déployer en ce moment dans le monde entier. Alors, les questions de départ, les ergonomes parlent de travailler en mode dégradé lorsqu'on est confronté à des situations de crise. Je trouve que cette question du mode dégradé est tout à fait intéressante. C'est une bonne façon d'envisager le problème. Et on s'aperçoit aussi que ça a permis des bricolages intéressants. Alors moi, je suis tout à fait bluffé parce que Emmanuel ou Nicolas viennent de nous montrer. En particulier Nicolas, tout à l'heure, avec son micro qui est fixé au plafond, on voit bien qu'il y a du bricolage. Alors, j'emploie le mot bricolage non pas de manière péjorative, mais au contraire, comme De Certeau pouvait l'employer, c'est-à-dire ces bricolages très intéressants, ces stratégies, ces petites choses qu'on déploie et qui peuvent être totalement passionnantes parce qu'elles montrent l'ingéniosité pédagogique des enseignants. Alors, deux questions, et j'ai vu dans le chat que ces questions-là vous paraissaient, vous, public et enseignants, tout à fait importantes. Les dispositifs technopédagogiques qu'il faut mettre en place donc, pour enseigner à la fois en ligne et en présentiel, et c'est bien dans cette simultanéité que vont se poser la plupart des problèmes. Et puis, moi, le formateur, mais je crois aussi également tout ce qui est formation continue dans les alliances françaises, dans les instituts français, les compétences sémio-pédagogiques des enseignantes, eh bien, comment elles sont modifiées, qu'est-ce que ça va nécessiter de mettre en place à l'avenir pour faire face finalement à ces situations.
Alors, je vais appuyer mon propos sur un contexte particulier. C'est celui d'un projet de recherche qui s'appelle Français Plus, qui est piloté par une collègue de Rouen qui s'appelle Véronique Miguel-Adissu et qui nous a amené à travailler avec des collègues d'Amérique du Nord, des Canadiens et des Américains, des États-Unis, devrais-je dire. Et donc, on est toute une équipe de chercheurs à s'intéresser à cette situation de comodalité. Ça se passe dans le réseau de l'AEFR, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et donc, il s'agit pour ce projet de recherche d'étudier comment les enseignants du réseau AEFR en Amérique du Nord font face à cette situation. Alors, bien sûr, tous les contextes ne sont pas les mêmes. On a vu que déjà de la Finlande à l'Espagne, on n'avait pas forcément les mêmes conditions de travail. C'est le cas pour ce réseau en Amérique du Nord, dans des contextes socio-économiques et pédagogiques plutôt privilégiés, comme vous allez le voir dans un instant. Donc, il faut bien garder encore une fois en tête que, bien sûr, le public est touché, par exemple, par le lycée français de Chicago, sera forcément indifférent d'autres publics qu'on peut trouver dans d'autres pays. Parce que on a été en France très attentif aussi à ce qu'on appelle les inégalités numériques qui se sont fait jour. Parfois d'ailleurs un petit peu une découverte pour les enseignants qui se sont rendus compte que pour les enfants, pour les adolescents, souvent un même matériel informatique ou même parfois un même smartphone était partagé au sein d'une même fratrie, ce qui compliquait beaucoup le travail à distance. Alors, je vais vous parler ici d'une étude de cas que je suis en train de mener avec une enseignante qui s'appelle Marion Mandrou. Marion est enseignante donc, dans une classe de CM2. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec le système français, le CM2, c'est la toute dernière classe de primaire avant le collège, avant d'entrer au collège. Et donc, il y a eu beaucoup de travail sur la grammaire, sur l'orthographe, sur les apprentissages fondamentaux, allons-nous dire. Alors, la façon que ça a été organisé dans cette école me paraît extrêmement intéressante. Dire que, en fait, il y a donc 5 jours travaillés dans la semaine et par le biais le programme est partagé sur Classroom, qui est une plateforme de cours, et 4 fois dans la journée, pendant 30 minutes, il y a des moments synchrones qui sont organisés avec les élèves qui sont à distance. Et donc, il y a une alternance assez intéressante, me semble-t-il, entre des séances synchrones où on peut travailler certains apprentissages et puis le reste du travail qui va être fait en autonomie. Mais c'est important aussi de souligner que finalement, ce qui est couvert en classe, en présentiel, et ce qui est couvert en ligne, c'est exactement le même contenu, les mêmes consignes, les mêmes échéances, les mêmes évaluations. On voit ici un écran de Zoom avec l'enseignante qui est en train de travailler les conjugaisons et avec les 2 enfants qui sont chez eux, l'un dans la cuisine, l'autre sur la terrasse dans son jardin. Voilà, alors je vais vous montrer juste avant qu'on regarde un petit extrait de vidéo pour planter un peu le décor et voir finalement quelques-uns des enjeux. Ici, l'écologie de la situation, donc Marion, dans sa classe de CM2. Elle a donc 19 enfants devant elle, 2 enfants qui sont à distance pour des raisons médicales. Et on regarde un petit peu le dispositif technopédagogique maintenant qui est dans cette situation. Alors bien sûr, Marion masquée, on l'a rappelé dans ce contexte de pandémie. Elle a une oreillette également qui lui permet de pouvoir entendre quand les 2 élèves à distance disent quelque chose sur Zoom, quelque chose qui me paraît assez intéressant. Et puis, vous voyez donc à droite de votre écran ici comment les choses sont disposées sur son bureau. Et là, elle utilise énormément pendant les moments synchrones justement qu'elle va ménager 4 fois dans la journée, une petite ardoise Velleda sur laquelle elle peut écrire. On va voir un exemple dans un instant. 2 écrans, alors c'est le luxe, et on voit ici que c'est quelque chose effectivement qui n'est peut-être pas toujours facile d'avoir. Alors
Aussi, en dessous de l'image de Marion, vous voyez quelque chose moi, qui me paraît assez intéressant, c'est une webcam qui est mise sur un pied qui est maniable, hein, qu'on peut bouger, qu'on peut disposer, qu'on peut ou diriger sur le visage, et ça peut être intéressant au moment où on va dire bonjour, au revoir, ou à certains moments d'une leçon, et sinon qui va être pointé vers l'ardoise Velleda, pour pouvoir suivre justement un certain nombre d'apprentissage. Et ce qui est projeté donc, par le biais de cette webcam va être non seulement projeté sur Zoom, mais également va apparaître sur le tableau blanc hein, que vous voyez en 5. Et donc, hein, ces deux écrans qui lui permettent donc un écran où elle peut avoir accès à son contenu, à son plan de cours, et l'écran de l'ordinateur de bureau qui va lui servir également à contrôler, à monitorer ce qui se passe à distance. Alors, je vais demander à Martin maintenant, s'il le peut, de lancer l'extrait vidéo pour qu'on voit une trentaine de secondes, hein, pour qu'on comprenne ici les différents phénomènes. On va aller un cran au-dessus. Donc, moi, le verbe, finalement, faites-le avec moi. Vous allez l'encadrer à partir de maintenant. C'est vraiment le mot clé de notre phrase. On encadre le verbe. Et ensuite, on se pose la question, qui lance? Ce sont les enfants qui lancent. Par quel pronom personnel je peux remplacer les enfants, Faustine? Il au pluriel, je peux le mettre. Il lance des balles dans la cour et vous voyez bien qu'on a le ENT qui va avec le sujet ici. Bonjour Sébastien, on est en train de voilà, je pense Martin qu'on a déjà une petite idée hein, de ce qui se joue. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est toi voilà, qui me ramène sur mon écran. Si je retourne. Voilà. Donc, et on en parlera, je donnerai certains détails hein, tout à l'heure s'il est nécessaire. Donc, on a vu cet extrait de leçon avec donc un travail sur le complément du verbe. Et on voit ici, alors ça m'a beaucoup intéressé parce que j'essaie de développer avec mes collègues une approche multimodale de l'enseignement des langues. On voit que tous les indices mimogestuels, on sait qu'à cause du masque, hein, ça a été mentionné tout à l'heure, une grande partie de l'expressivité de l'enseignante n'est pas visible. C'est-à-dire tout ce qui va se jouer au niveau du bas du visage à cause du masque. Et parce qu'on est devant l'écran, un grand nombre de gestes ne sont pas non plus perceptibles. Et donc, du coup, on voit ici comment l'enseignante, malgré tout, par le biais du dispositif technopédagogique que je viens de montrer, va créer des effets de science, d'accord, qui vont plutôt être efficaces, me semble-t-il, où là, on voit par exemple l'écriture et donc la pensée hein, qui va être en même temps, on peut faire l'étiquetage grammatical, on voit bien sûr le mode textuel, le mode visuel, le mode verbal ici, qui vont se rejoindre de manière assez efficace, encore une fois, de la part de cette enseignante. On peut parler à ce sujet d'une sorte d'orchestration multimodale avec des effets de redondance qui vont être ménagés parce que des indices à la fois visuels, verbaux et kinésiques qui se conjuguent, encore une fois, pour créer du sens. Et je pense que ceci permet des opérations de repérage extrêmement utiles hein, pour l'orthographe, la grammaire et d'autres contenus encore, parce que ça permet de guider l'attention peut-être mieux que parfois on peut le faire en classe lorsque, quand on écrit au tableau, on est dos aux élèves. Alors, un autre phénomène, moi, que je trouve passionnant, mais j'en dirai un mot dans un instant, passionnant, mais peut-être le plus troublant dans cette situation-là, c'est la question de la présence distribuée. On voit finalement comment l'image de l'enseignante et sa présence hein, va être démultipliée par le biais de la technique. On sait, pour l'apprentissage en ligne, ça a été beaucoup creusé dans les travaux nord-américains, mais également français, qu'il y a une dimension socio-affective extrêmement forte dans l'enseignement en ligne. Et du coup, c'est vrai que cette distribution de la présence enseignante entre différents modes, différentes temporalités, synchrones et asynchrones, différents supports, le tableau blanc,
l'ardoise, toutes ces choses-là, soulèvent hein, cette question de cette présence distribuée et du temps finalement qu'on peut consacrer à la qualité de la relation pédagogique. Et ça soulève des questions qui seraient intéressantes de discuter avec vous. On peut vraiment parler de la division de l'attention pour les enseignants, le fait qu'ils soient obligés de faire attention à ce qui se passe en temps réel devant eux, mais en même temps en ligne, avec différents outils, hein, l'oreillette, la webcam et différentes choses. Donc, division de l'attention est certainement une grosse fatigue qui va avec. Et puis, on peut se poser la question de l'engagement des élèves qu'il faudrait mesurer certainement de leur motivation parce que ça va être une dimension qui sera tout à fait clé dans ces situations de comodalité. Voilà, et pour terminer, moi, je souhaite être aussi optimiste qu'on peut l'être et en même temps, je pense que Bruno Latour ou d'autres intellectuels nous signalent à juste titre que ces situations de crise, qu'elles soient sanitaires, climatiques ou autres, risquent malheureusement de s'installer et peut-être qu'il est bon pour nous déjà, enseignants de langue, chercheurs en didactique des langues, à commencer à réfléchir à cette question de la comodalité. Comme ça a été mentionné aussi, moi je pense que finalement, ça nous a peut-être obligés à nous dire qu'on pouvait peut-être aller inclure des personnes, des individus qu'on n'allait pas chercher forcément parce qu'on n'y pensait pas forcément. Moi, j'ai pensé par exemple aux élèves hospitalisés, aux personnes handicapées, toutes les personnes qui sont dans des zones rurales, par exemple. Et là, il y a peut-être des nouveaux publics à aller chercher. Et puis, les questions que ça pose, bien sûr, c'est les compétences à développer au sein des établissements. L'accompagnement des établissements, on a vu que l'enseignante que je vous ai montré, elle bénéficiait d'un support technique, humain, d'équipements de première qualité. Donc, effectivement, ça a un coût pour les alliances françaises et les instituts français. Et puis, je finirai sur un appel à témoignage. Comme vous l'aurez compris, je suis en train de mener une recherche sur cette situation très particulière. Et si certains d'entre vous souhaitez me communiquer un petit peu ce qu'ils font, les différentes configurations, je serai tout à fait preneur. Voilà. C'était aussi une fermeture en guise d'ouverture. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis prêt à toutes vos questions, en tout cas celles auxquelles je pourrais répondre. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Vraiment, et merci donc à nos trois intervenants qui sont revenus sur scène et Martin pourra nous rejoindre également. Alors, Nicolas propose un partage d'expérience sur les classes comodales et j'ai posté dans le chat le lien vers le groupe IFProf sur les classes bimodales, comodales. Donc, c'est un groupe tout neuf, tout nouveau qu'on vient de créer et on vous invite à vous y inscrire, à poser des questions et à partager des expériences, à partager les questions, à partager les bonnes pratiques. Voilà. On espère vous y voir nombreux et on va remettre le lien. Il est juste encore là, quelques messages plus haut dans le chat. Vous pouvez encore le trouver facilement et on vous le remettra. On a énormément de questions et malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les poser. Alors, mais on va essayer d'en poser un certain nombre dedans et j'espère que les autres, vous pourrez les poser dans le groupe IFProf. Alors, là, je sais qu'il y a justement il y a des choses qui se font un petit peu différemment selon ce que vous avez pu voir, enfin, donc entre les deux Nicolas et Emmanuel. Sur le comodal, j'ai une question de Jean-Sébastien Attier de l'Alliance française de Hong Kong. Sur le comodal, dans la pratique, avez-vous plus ou moins toujours les mêmes étudiants en ligne et les mêmes en classe ou opérez-vous des roulements réguliers? Alors, qui souhaite répondre ici? On a vu dans Nicolas, en fait, c'était toujours les deux mêmes étudiants et c'était pour des raisons de choix familiales. Juste très rapidement, ici en Finlande, c'était un peu des deux. Il y avait par exemple un étudiant, quelques étudiants dans les groupes à risque qui ne venaient plus du tout en classe pendant l'automne. Mais en fait, la plupart du temps, les raisons pour suivre le cours à distance étaient surtout des raisons ponctuelles
d'occupation, de réunions ou d'autres empêchements en fait qui les empêchaient de se rendre à la classe en fait, tout simplement. Donc ça alternait un petit peu. Pour Vigo, le cas dans mon cas, c'est un groupe de 12 élèves au total, donc j'en ai 9 en présentiel. Et donc j'ai établi en accord avec eux une rotation chaque semaine selon un calendrier établi au début de l'année. Voilà. Donc à chaque vendredi, ils savent qui est en présentiel et qui est à distance, même si parfois, pour des impondérés, certains peuvent demander d'être à distance. Voilà. Merci. Alors, une double question, là, peut-être celle de Jean-Baptiste Laramendi et qui rejoint également celle de Patricia Bonnat. Avez-vous fait face à des situations de rejet du dispositif comodal de la part des apprenants face à face? Donc, Patricia qui dit il y a une vraie question générationnelle à recevoir un enseignement en ligne comodal. Existe-t-il une présentation, formation qui explique l'équipement nécessaire, le mode d'emploi et qui permet un petit peu de rassurer. En fait, comment vous avez rassuré? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des différences entre les publics là-dessus sur peut-être des tranches d'âge ou autres? Moi, je vais parler un petit peu de l'Alliance à Vigo. En fait, on a des publics complètement différents. On va depuis la petite enfance jusqu'aux adultes. Parler de l'âge après des retraités. Donc, ce sont des gens, je dirais, les gens qui ont plus de temps, les retraités, qui sont en non-activité, je dirais, qui, vis-à-vis du distanciel, sont assez opposés. Tout à distance, c'est pas trop leur tasse de thé. Donc certains, on a eu certains qui ont décidé d'arrêter ou qui nous ont dit si on repasse en tout à distance, voilà, je ne continuerai pas. Ce sont 2-3 personnes, mais c'est vrai que ça existe. Pour le reste des étudiants, en général, il y a une bonne acceptation, je dirais, pas de rejet. Et même certains qui ont été, je dirais, surpris et qui demandent de continuer en comodal. D'accord. Voilà. Pour les petits enfants, pour les plus petits, c'est compliqué. Je dirais, j'ai aperçu une question dans le fil des questions concernant les plus petits. C'est un peu plus compliqué, surtout que voilà, l'attention est vite perdue, etc. Donc, je pense que ça peut être une autre question à part. Voilà un petit peu. Peut-être, Nicolas? Oui, alors je ne pense pas qu'il y avait vraiment du rejet. En fait, on a eu plusieurs cas de figure, effectivement. Au moment du passage en virtuel, certains groupes d'adultes les plus âgés, alors retraités depuis longtemps, eux étaient le public le moins connecté, on pourrait dire, et leur groupe a tout simplement été mis en pause tout le temps du cours à distance. On a pu reprendre en présentiel, mais là, on n'a même pas en fait proposé la comodalité, puisqu'en fait, leur manque de connectivité les empêchait complètement de participer à ce fonctionnement, mais tout le groupe était d'accord pour ça. Les enfants, on donne aussi des cours pour des enfants. Les groupes, c'est 3-6 ans et 7-10. Pour les enfants, je sais que les cours en virtuel étaient difficiles pour les plus petits parce que tenir l'attention une dizaine de tout petits pendant 1h30, presque 2 heures, s'est révélé assez impossible. Donc, en fait, là, le problème était inverse, c'est-à-dire que pour eux, le virtuel était du coup quasi impossible. Donc, on a fait des choses un peu asynchrones avec enregistrement de vidéos, comment dire, vidéo interactive, c'est pas vraiment ça, mais la prof s'enregistrait et guider certaines activités qui étaient faites avec les parents et les tout petits.
Et ensuite, pour l'idée de la comodalité précisément dans les groupes à l'automne, je pense que la plupart ont vu l'intégration de ceux qui étaient à distance comme une innovation, on pourrait dire. Et puis, il a fallu être rassurant nous-mêmes, c'est sûr, mais je pense que c'était relativement bien perçu dans le sens où on essayait de trouver une solution à une situation qui n'était pas évidente. Voilà. Merci pour ça. Alors, il y avait une question de Linou Valena que j'avais repris dans le chat parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, je vous invite à y répondre. Enfin, voilà, tous les participants dans le chat. La caméra dans la classe est-elle légale? C'est une vraie question parce que sans ça, on ne peut pas faire de classe commodale. Il y a des questions de législation et ça va être vraiment variable selon les pays. Généralement, on peut penser qu'il y aura des décharges à faire signer. Alors, une question aussi d'Aude Morda, c'est le temps dévolu à la gestion des apprenants qui sont à distance ne déséquilibre-t-il pas le temps d'apprentissage des apprenants en présentiel? Nicolas Guichon, c'était effectivement quelque chose dans les observations qu'il y avait eu sur cette classe-là. Oui, tout à fait. On avait donc le témoignage de l'enseignante. Par rapport à ça, elle dit qu'au début, elle passait plus de temps, enfin, son attention était plus portée sur les élèves qui étaient à distance parce qu'elle avait peur de les oublier, parce qu'ils étaient loin et donc du coup, elle avait tendance à avoir un déséquilibre au niveau de l'attention qu'elle portait à ces deux élèves à distance. Et elle dit qu'au fil des semaines et des mois, elle est revenue à quelque chose qui était proportionnel, c'est-à-dire qu'ils étaient deux, elle leur donnait le temps normal, alors peut-être un petit peu plus malgré tout pour les inclure, parce qu'il y avait cette situation de séparation par rapport aux autres, d'éloignement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit, je pense, c'est-à-dire à trouver un équilibre pour ne pas pénaliser l'un ou l'autre des deux groupes. Nicolas ou Emmanuel, pour compléter? Non, oui, ça va un petit peu dans le sens de ce que dit Nicolas Guichon. Hein. C'est vrai que je dirais même, ça peut même être l'inverse. Hein. On peut avoir tendance à avoir, je veux dire, une attention plus intense pour les élèves qui sont en présentiel puisqu'ils sont là devant nous. Dans mon cas, j'ai mon écran de contrôle qui est un peu plus haut, donc je n'ai pas souvent la tête relevée. Cet écran de contrôle permet surtout aux élèves qui sont présentiels de voir leurs collègues. Et c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. Les oublier, voilà. Il faut regarder la caméra aussi. Voilà, c'est ça aussi, le regard, je pense que c'est important. On a en classe présentielle une expressivité, une gestuelle, des mimiques qui sont facilement reconnaissables par nos élèves. Maintenant, en distanciel, voilà, on est encadré, mes mains sont en bas, on ne les voit pas. Il faut essayer de retrouver des gestuels, des mimiques, scénariser l'interaction avec l'élève qui est en distanciel et ne pas l'oublier, forcément. Oui, tout à fait d'accord. C'est effectivement la gestion de l'attention est assez importante. Après, l'idée de partager son temps, en fait, je pense qu'on trouve des stratégies où, par exemple, on lance oralement une activité qui sera tout de suite prise tout de suite commencée par ceux qui sont en présence. Et on peut profiter de ce petit moment où chacun commence à se mettre à faire l'activité en petits groupes pour passer sur le chat du système de vidéoconférence pour s'assurer qu'on donne la bonne consigne à ceux qui sont à distance s'ils l'ont peut-être mal entendu. Ou... En tout cas, oui, effectivement, essayer de trouver un moyen de utiliser les petites fractions de temps entre les interactions enseignants-apprenants pour équilibrer justement l'attention vers chacun, en fait. Essayer de briser l'idée du fait qu'ils sont à distance ou en présence, c'est forcer que ce ne soit pas une différence de traitement de l'apprenant.
Jérôme, on ne t'entend pas. Faut allumer ton micro, Ouais. Jérôme. Ok. Donc, une question, il y a eu des questions similaires. Là, celle que je vois, c'est celle de Nathalie Korkmaz. Travaillez-vous en petits groupes dans une leçon? Si oui, faites-vous des groupes entre ceux en présentiel et ceux à distance? Cela fonctionne-t-il? Et il y a donc des questions qui reviennent. Là, c'est une autre sur les échanges oraux entre les deux publics. Étaient-ils nombreux? Et également, ce qui sous-tend ça, c'est la cohésion. Est-ce qu'on a pu retrouver une cohésion de groupe entre ceux qui sont à distance et ceux qui sont présents? Je peux commencer si vous voulez. Je dirais que c'est un peu difficile à, Emmanuel, un peu difficile à gérer. On peut faire des groupes de ceux qui sont en distanciel et puis faire des groupes de ceux qui sont en présentiel. Attention, bien sûr, toujours contexte Covid, pas de contact. Hein. Je suis désolé de le rappeler, mais pour dans certaines communautés autonomes en Espagne, c'est une contrainte énorme. Et c'est vrai qu'en distanciel, on peut facilement faire des groupes avec l'outil Zoom, des groupes aléatoires, etc. Pour cette interactivité entre les élèves en présentiel et les élèves en distanciel, une collègue coordinatrice pédagogique à l'Alliance française de Malaga a mis en place en fait un casque à disposition des élèves en présentiel pour pouvoir établir un contact, je dirais, groupal avec un des élèves ou deux autres élèves en distanciel. Bien sûr, toujours en respectant les normes sanitaires. C'est, je dirais, une piste intéressante, mais c'est vrai que le gros problème de l'interactivité entre les élèves en présentiel et distanciel existe. Oui, assez d'accord sur l'idée. Tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, les interactions virtuelles présentielles étaient possibles par le biais des outils connectés que chacun a, donc le téléphone portable ou les tablettes qu'on pouvait prêter. Mais l'efficacité réelle des activités mises en place n'était pas forcément très bonne dans ce bricolage dont parlait Nicolas tout à l'heure. C'était surtout peut-être l'objectif de reconnecter les gens qui n'étaient pas ensemble, mais techniquement, ergonomiquement, c'était pas pratique. Il faudrait en fait envisager peut-être d'autres moyens. Les éléments intéressants éventuellement, c'était comme dans notre configuration, on a donc une caméra tournée vers le tableau, vers le prof. L'autre idée était de faire venir les apprenants en présence pour une joute verbale, un dialogue de les faire venir au tableau, se présenter devant la caméra et d'avoir une interaction directe avec un de ceux qui étaient à distance, par exemple. Mais c'est vrai que le travail en sous-groupe mixte, donc distance-présence, c'était pas toujours très pratique. Voilà. Merci. Une double question là, de Cécile Pinson de l'Alliance française de Bruxelles-Europe. Bonjour Cécile. Alors, elle dit, j'ai l'impression que pour passer en comodal, il faut avoir une grande expérience du cours en présence et du cours en classe virtuelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est une question qui s'adresse côté enseignant, mais également côté apprenant. Tout à fait d'accord, Cécile. Je dirais que c'est la base. Pour le professeur, il faut effectivement savoir manier l'outil, manier l'outil de visioconférence, savoir comment fonctionne une plateforme, si on utilise une plateforme dans ce cas-là. Et puis, pour l'élève aussi, connaître l'outil informatique, hein, les C2I, les B2I, etc., qui n'existent pas partout dans le monde, mais qui sont les bienvenus lorsqu'il s'agit, par exemple, d'exploiter un document PDF que le professeur a mis en ligne. Donc oui, ça exige quand même une formation pour les professeurs et puis une adaptation aussi, une formation, je dirais, personnelle de la part de l'apprenant.
Ouais, je suis tout à fait d'accord aussi. La raison pour laquelle ça a principalement réussi, alors qu'on n'était pas parti dans cette direction-là, c'est parce que on a passé le printemps à faire des classes virtuelles. Donc, on s'est tous habitués, apprenant comme enseignant, on s'est tous habitués à la manipulation des outils de visioconférence. Et les uns comme les autres, on avait tous l'habitude d'une classe présentielle normale. Mais c'est quand même, il faut souligner que la classe présentielle normale, traditionnelle, on pourrait dire, n'a plus vraiment, on la retrouve pas dans l'enseignement comodal en fait. C'est-à-dire que dès qu'on passe avec un élément d'enseignement virtuel, il faut repenser absolument la plupart des activités qu'on peut proposer. Les choses se font pas du tout de la même manière et ça aurait pas de sens de vouloir proposer à la fois en fait deux classes séparées, c'est-à-dire une présence et une virtuelle, des activités différentes. Il faut que les mêmes activités soient présentées des deux côtés, mais ce ne sera pas les mêmes que des activités d'une classe en présentiel traditionnelle. Oui, si je peux ajouter quelque chose, alors je suis vraiment d'accord avec ce qu'Emmanuel et Nicolas viennent de dire. Je pense que ça demande finalement aussi dans les établissements que la formation soit organisée en petits groupes. Moi, je proposerais bien certainement des films et des débriefings aussi pour petit à petit voir les différentes façons de faire, d'évaluer les activités qui sont faites, tout ça. On voit bien ici que le bricolage a été est acceptable dans une situation de crise, mais qu'au fur et à mesure du temps, c'est vrai que les élèves, les étudiants qui étaient assez patients finalement, parce que nous étions tous dans le même bateau, vont l'être de moins en moins. Et je pense que là, il y a un gros effort de formation auquel vous participez en organisant le webinaire. Mais à mon avis, on ne peut plus seulement être dans l'expositif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, me semble-t-il, penser des formations où en petits groupes, on puisse enregistrer, regarder, débriefer, discuter, améliorer, pour que petit à petit, l'offre de formation soit professionnelle. Merci beaucoup, Nicolas, pour ça. Pour ce qui est de l'offre de formation, donc pour le réseau des AF et d'IF, le pôle formation de l'Institut français se penche sur la question de l'enseignement comodal, effectivement. Alors, avant-dernière question, parce qu'il va falloir tout de même conclure, on a largement débordé. La question de l'évaluation. Alors, l'évaluation des élèves et l'évaluation du coup, enfin, global de la qualité de cet enseignement comodal. Est-ce qu'il y a des différences entre ceux qui sont à distance, ceux qui sont présents, et comment vous pouvez mener cette évaluation-là également pour ceux qui sont à distance? Si je peux juste dire une petite chose très rapide là-dessus, nous, exactement comme le disait Nicolas, les apprenants ont été très, très patients et compréhensifs. Je pense qu'ils ont été déjà assez contents qu'on puisse relativement rapidement passer en classe virtuelle sans vraiment perturber la session de printemps. Ils ont été fidèles, ils se sont réinscrits pour l'automne et puis je pense qu'ils ont vu l'effort présenté de faire des classes virtuelles et comodales comme étant un point positif. Il y a plein d'écoles de langue ici en Finlande qui n'ont pas suivi la même dynamique et qui ont fermé leur classe tout simplement. Donc je pense que leur évaluation, elle a été positive parce qu'ils ont été tout à fait compréhensifs par rapport à la situation. Mais on peut entendre, on pourrait entendre des remarques différentes, j'imagine, si la situation, si le contexte était différent. Est-ce qu'on parle de l'évaluation, je dirais, de ce qui est fait ou de l'évaluation du professeur, je dirais, du progrès des élèves, quoi. Dans le cas de l'Alliance française de Vigo, pour résumer, je dirais que le cours en communal a été proposé à des cours extensifs. L'évaluation est une évaluation continue qui se fait donc à la fin de chaque trimestre.
dans mon cas, j'ai pu évaluer mes élèves donc juste avant les vacances de Noël sur bon, les compétences principales, étant la production orale la plus compliquée à mettre en place. Donc, je leur ai donné un sujet sur lequel ils devaient exposer et s'enregistrer, m'envoyer l'enregistrement. Voilà, ça, c'est je pense, une des difficultés, hein, de ne pas pouvoir avoir le temps pour tout le monde. Sinon, pour ce qui est du côté pratique de l'évaluation en soi, les élèves en distanciel avaient l'évaluation déposée sur la plateforme et je leur ai donné accès 5 minutes avant les autres élèves qui étaient en présentiel. Ce qui leur a permis donc de s'installer, enfin de se préparer, et je leur ai donné encore 10 minutes de plus à la fin du cours pour qu'ils puissent avoir le temps de comment dire, m'envoyer ou de déposer sur la plateforme le travail. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Pour ceux qui étaient en présentiel, comme d'habitude, papier, bien sûr, déposé plusieurs heures avant l'entrée en classe pour éviter le corona. Voilà comment ça s'est passé. Merci. Et alors, en dernière question, c'est quels outils collaboratifs vous utilisez pour favoriser les interactions dans l'enseignement comodal? Donc, si vous pouvez juste donner des noms et peut-être ce qui vous plaît dans ces différents outils. Nicolas, de là, j'en avais parlé un petit peu. Enfin, oui, des documents, des simples documents Word en ligne, Word ou Google Doc ou peu importe. Mais par exemple, j'extrais je fais des captures d'écran des activités de la version numérique de la méthode qu'on utilise. J'y ajoute un petit tableau avec le nom des groupes ou le nom des apprenants. Ils peuvent rentrer, taper, écrire leurs réponses après discussion en groupe ou s'ils le font de manière individuelle. Donc, il y a un travail à la fois collaboratif, oral, interactif, et il y a un élément de production écrite. Ça permet en même temps d'apprendre à utiliser les correcteurs orthographiques ou en tout cas les indices d'erreurs de forme des mots. D'autres éléments comme je sais pas, Kahoot ou Mentimeter, c'est des logiciels ou des plateformes de vote en ligne, par exemple. On peut faire des sondages comme ça. On leur donne un code, ils se connectent avec leur téléphone portable, répondent, choisissent des réponses. Ces réponses apparaissent sous forme de nuages. Enfin, il y a beaucoup de choses possibles avec ces choses-là. Et en fait, je pense que ce serait important de faire une sorte de paquet de tout ce qui existe, parce qu'il y a énormément de choses qui existent en ligne et on n'a pas forcément toujours la même... en tête tout ce qu'on pourrait utiliser. Tout à l'heure, je crois que c'est Emmanuel qui parlait des présis, des choses comme ça. Il y a tout un tas de choses avec des ergonomies différentes et des fonctions différentes, mais qui sont tout à fait utiles dans ces cas. Oui, c'est clair qu'il existe beaucoup de choses sur la toile, hein, beaucoup d'outils, beaucoup de choses virtuelles, des tableaux blancs où les élèves peuvent prendre la main. Sinon, l'outil Zoom que nous utilisons aussi permet aussi de faire des sondages, comme venait d'évoquer Nicolas. Kahoot, bien sûr, évidemment. Je crois que je l'utilise énormément, les élèves sont demandeurs. Maintenant, sur le LMS que nous utilisons, alors ils ont la possibilité d'utiliser le chat entre eux, mais je vous avoue que le public que j'ai le plus en communal, c'est un groupe de francophones entre 14 et 16 ans. Et je pense qu'ils passent plus de temps peut-être sur Instagram que sur le LMS de l'Alliance. Hein. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup d'outils, c'est clair. Comme dit Nicolas, il faudrait faire un recensement, peut-être pas exhaustif, parce que je ne sais pas si c'est possible, mais au moins d'un bon paquet utile. Ouais, ce serait une bonne idée. Bien vu.
Effectivement, beaucoup de logiciels pour ça qui permettent des interactions. On avait parlé là de Mentimeter, de Kahoot, il y a également WooClap, Bcast. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et effectivement, cette idée d'un recensement, on l'a en tête. On va arriver à la fin de ce webinaire. On a quand même largement dépassé de 1 heure, on est passé à 1h40. Et donc peut-être laisser à Martin un petit peu le mot de la fin pour annoncer le prochain webinaire, peut-être parler du groupe IFProf. Voilà. Exactement, merci Jérôme et merci à nos 3 intervenants du jour. Vraiment, enfin, on voit que voilà, en dépassant de 45 minutes le temps de ce webinaire, on voit que c'est une question qui passionne tous nos collègues, tous les enseignants. Et comme on l'expliquait dans le chat, à certains des collègues, cette question sera prolongée. On proposera d'autres rendez-vous dédiés à la comodalité et en particulier destinés au public des encadrants du réseau. Et on vous enverra les informations quand on aura tout mis au point. Et donc là, vous voyez apparaître sur votre écran donc ce que disait Jérôme. Donc notre prochain rendez-vous, le 25 février, vous pouvez déjà vous inscrire. Donc ce rendez-vous sera consacré encore à une question brûlante, qui est un peu le prolongement de ce que vous disiez tout à l'heure, chers intervenants, sur les outils collaboratifs. Donc voilà, on va dédier le prochain webinaire à la présentation d'outils collaboratifs, pas uniquement d'ailleurs, mais surtout responsables et respectueux de la vie privée, avec la digitale, avec Emmanuel Zimmer du Kabilam qui sera avec nous, et d'autres collègues du réseau qui utilisent ces outils. Voilà, et donc ce que disait Jérôme, on va republier, vous voyez le petit mot sur votre écran, ce groupe qui a été créé donc sur IFProf, qui est un groupe ouvert, public. Vous pouvez le rejoindre dès que vous êtes inscrit à IFProf, pour prolonger un peu les discussions suite à ce webinaire, et puis répondre, continuer à échanger les bonnes pratiques, et peut-être prochainement, enfin on verra à quand, mais peut-être aussi partager le super travail qui est en train d'effectuer nos collègues en Espagne, sur ce Vademecum dont parlait tout à l'heure Emmanuel, sur les bonnes pratiques autour de l'enseignement commodal. Et on a vu nos collègues aussi de Hong Kong sont en train d'entreprendre, et de Chine, pardon, sont en train d'entreprendre aussi un travail dans ce sens-là. Donc on est curieux de voir ça. On suit en tout cas l'actualité, et puis on vous remercie d'avance pour tout ce travail formidable que vous faites pour vos apprenants et pour tous vos enseignants et l'accompagnement que vous proposez. Donc, je crois que c'est tout pour le moment. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent une attestation de participation, vous pouvez retourner dans le chat. On a partagé aussi les liens, donc n'hésitez pas. Et puis, on vous dit du coup à très vite, au mois prochain, le 25 février. Et encore merci aux deux Nicolas en Finlande et à Lyon, et à Emmanuel à Vigo. Merci à vous et merci Jérôme. À très vite. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci, au revoir.